Saluto a tutti e ringraziarvi di ritrovare notre viaggio la seguita rivista di l'attualità di settimana avec nous sur ce plateau Anne Chabanon pour ce matin. Bonsoir Anne. Jérôme Souzini du RCFM. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et un autre Jérôme, Paoli de Parole de Corse. Bonsoir à vous Jérôme Paoli. Alors on entre immédiatement dans le vif du sujet avec la poursuite de la rentrée judiciaire. Après la cour d'appel de Bastia la semaine passée, c'était mercredi devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio. Une rentrée marquée par la contestation des magistrats face à la réforme de la justice. Certains ont d'ailleurs boycotté l'audience. Et d'autre part, l'intervention du bâtonnier Nez qui lui a vivement contesté le contenu du livre de témoignages des 9 magistrats qui étaient en poste il y a quelques années en Corse. Et le procureur Éric Bouillard, lui, a préféré insister sur les résultats du tribunal. On l'écoute. L'interpellation, il y a peu, par la DRPJ en flagrant délit de 2 individus armés qui s'intéressaient visiblement à un de leurs opposants avec des intentions qui n'avaient pas l'air tout à fait pacifiques, cette interpellation est elle aussi emblématique d'un phénomène qui reste majeur dans l'Union. Mais comme elle est emblématique, rappelons-le quand même, du travail de qualité de la police et de la gendarmerie et d'un taux d'élucidation qui, dans ce domaine aussi, progresse fortement. Ces résultats-là sont le fruit d'un long travail de connaissance de terrain, de renseignement. Ils doivent aussi être celui, je prends le risque de le répéter, Monsieur le procureur général, de la complémentarité entre les services. Tout cela nous permet d'avancer très fortement. Nous ne nous interdisons rien. Vous l'avez rappelé vendredi dernier, Monsieur le procureur général, personne n'est a priori visé par la justice. Mais vous avez aussi rappelé le pendant, personne n'est visé, n'est protégé a priori par la justice. Alors on reviendra sur les déclarations d'Éric Bouillard, mais une justice qui est régulièrement secouée, sinon d'affaires, au moins de débats, de polémiques et dont l'action est quand même très souvent contestée, Jérôme. C'est-à-dire, vous voulez dire au niveau contesté par la population ou... Même à l'interne, là on voit les magistrats qui ont refusé d'aller... Certains en tout cas. On est dans le cadre d'une réforme. C'est régulier. J'allais dire, le problème d'une réforme, c'est la réforme. C'est la difficulté à réformer. Qu'on veuille changer le mode de système des jurés pour les assises. Quand il y a un changement, il faut une adaptation. Et donc il y a souvent une polémique et une discussion. C'est assez naturel. Moi, je dirais que c'est assez naturel, sur le fond. La contestation qui unit magistrats et avocats, alors c'est pas la première fois, hein, à d'autres périodes ça s'est passé, ça peut avoir des conséquences, et lesquelles, Jérôme Souzy? Les conséquences vont être... Pour le justiciable, en tout cas. Pour le justiciable, le justiciable, il ne comprend plus rien. Hein. Il y a eu une succession de réformes. Il n'y a pas longtemps, la loi Perben 1, 2, et maintenant on a Nicole Belloubet qui y va de sa propre réforme. La problématique, c'est qu'au final, qu'est-ce que comprennent les gens sur ce qui se passe? Ils comprennent qu'il y a des magistrats qui pratiquent la politique de la chaise vide. Et il faut quand même signaler qu'à Ajaccio, lors de l'audience solennelle, on a dû réquisitionner des magistrats. Une réquisition... parce qu'ils boycottaient, un certain nombre d'entre eux boycottaient l'audience. Parce qu'ils boycottaient. C'est vrai qu'on a eu souvent, et à chaque réforme, évidemment, des avocats, des magistrats qui manifestaient. Mais de là à être réquisitionnés, moi je trouve que c'est assez nouveau. Ça veut dire qu'on est arrivé à un point de clivage, et c'est un contexte global, hein, les réformes... les citoyens, les professionnels, la population n'en voient pas trop l'utilité. Preuve en est ce qui se passe en ce moment au niveau national, voire même dans certains pays au niveau international. Il y a un besoin de stabilité. Et la justice n'a pas besoin de réforme, elle a besoin de moyens. C'est ce que dit la justice, c'est ce que disent les avocats, c'est ce que disent les magistrats. On n'a pas besoin d'une nouvelle réforme, de tout modifier. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des moyens pour pas que les dossiers s'accumulent. Ce n'est pas en disant on va tout régler par le système Internet, par exemple. Ce n'est pas en disant on va supprimer les jurys d'assises et passer pour certains cas à des jurys professionnels que l'on va améliorer les choses. On comprend moins la finalité, là. La finalité... Passer par Internet, on comprend bien que ce sont des mesures qui concernent les économies à faire. C'est des économies à faire. Non, mais ce qu'on disait récemment sur ce même plateau, c'est que en fait, ce gouvernement, ce ministère, en tous les cas de la justice, cette garde des Sceaux, a voulu à tout prix marquer de son empreinte une réforme. C'est parti au départ, il faut le souligner, du conflit l'an passé et des drames l'an passé dans les prisons, dans la pénitentiaire. Et le résultat, c'est
que l'essentiel de cette réforme, en tous les cas des moyens de cette réforme, ne vont pas dans les palais de justice, mais dans les prisons. Il y a un besoin, mais il y a un déséquilibre aussi. Puis la problématique qui se maintient, c'est les temps d'instruction. C'est-à-dire qu'entre... on peut tout réformer, mais s'il n'y a pas une accélération, on ne peut pas rester 2 ans pour passer au tribunal. Le temps d'attente, il est, pour la population ou les gens qui sont concernés, assez insupportable. Il y a aussi une volonté d'éloigner les citoyens de l'exercice de la justice, cette fois-ci. Quand on supprime les tribunaux ou les cours d'assises avec les jurys populaires, c'est quand même un peu... Moi, je pense qu'on vit dans un monde hostile, mais très sérieusement. C'est-à-dire que on nous dit que tout est fait pour simplifier, et tout étant fait pour simplifier, finalement, tout est plus complexe. Et effectivement, on éloigne les citoyens, on dématérialise beaucoup de choses, et à partir d'un certain moment, c'est vrai que même les gens se disent, mais finalement, il vaudrait mieux que je n'ai pas affaire à la justice, comme on peut se dire qu'on n'a pas forcément envie d'avoir affaire à la médecine, parce que finalement, ça va être quelque chose de très long, de très difficile à mener. Je n'ai pas les clés, je n'ai pas les codes pour le faire, je vais être obligée de me déplacer, je n'ai pas le temps dans mon travail, etc. Et finalement, pour un résultat qui va être soit inopérant, soit inefficace, soit absolument... j'aurais fait toutes ces démarches pour pas grand-chose. Et c'est vrai que, à force de réduire les budgets, à force de... Mais la justice, je crois que c'est le domaine... Moi, je pense à Elisabeth Guigou en son temps, Christiane Taubira, tous les gardes des Sceaux ont voulu laisser leur empreinte, leur marque, etc. Et c'est vrai que le citoyen aujourd'hui, finalement, ne sait plus du tout. S'il avait peut-être des guichets, un guichet pour 6 mois, ce serait peut-être plus facile à la limite plutôt que de se dire on va savoir cette fusion des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance. On perd ce côté proximité avec le citoyen. Non, c'est le côté humain. La justice doit être humain. C'est la justice des hommes, finalement. Mais il y a un côté facilité. Tu vois un senior avec Internet pour déposer sa plainte? Oui, mais justement, si on vide de sa substance l'essentiel de la justice, qui est une justice avec des codes, etc., mais appliquée par des hommes, ce sont des professionnels, mais ce sont des hommes, il y a un dialogue, eh bien, ça va être robotisé, oui. on retire un des pans essentiels de la société, de la République. Sur ma question sur les jurys populaires, c'est une garantie ou alors c'est un recul, selon vous, Jérôme Paul? Parce qu'on ne peut pas dire non plus que les jurys populaires aient forcément, à chaque fois, la main légère sur un certain nombre d'affaires. Ce qui était intéressant, après moi je ne suis pas un grand spécialiste de la justice, mais ce que je trouve intéressant dans le jury populaire, c'était le côté un peu démocratique et justement d'avoir des gens qui ne sont pas du sérail ou du système. Ça pouvait être un contre-pouvoir. Moi je le voyais un peu comme ça. C'est vrai qu'après, et toujours, dans les jurys populaires, il y a un accompagnement des professionnels et, j'allais dire, heureusement, ils sont encadrés au moment des jugements, etc. Donc, juste sur ça. Je trouve que la symbolique peut être un peu dérangeante, parce que ça veut dire on reste entre nous. Ça remonte à la Révolution française. Hein. Mais la valeur de symbole était forte. En fait. Cette volonté, juste sur ça, il faut rappeler quand même que la volonté de supprimer les jurys des citoyens, pour passer ça part de quoi? Ça part de certains procès impliquant des dossiers corses. Ça part de certains procès où on a estimé, où la chancellerie a estimé qu'il y avait pression sur les jurys et qu'il fallait réformer tout ça. Des procès qui se sont déroulés du côté d'Aix-en-Provence, etc., dans des dossiers corses. Oui, vous faites allusion au grand banditisme. Là, à la limite, on peut le comprendre. Mais pour l'essentiel des autres dossiers, il n'y avait pas forcément matière à aller dans ce sens-là. Alors, autre sujet polémique, c'est le fameux livre dont nous avons abondamment parlé de Jean-Michel Verne, qui n'en finit pas de faire réagir. Et notamment, l'autre jour, le bâtonnier d'Ajaccio a émis de vives critiques vis-à-vis de ce livre. Il est vrai que le barreau d'Ajaccio est particulièrement ciblé. On l'accuse quasiment de complicité avec... Oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de battage autour de ce livre. Oui. Beaucoup trop. Enfin, ça c'est un avis très personnel. Alors, on peut comprendre les avocats lorsqu'on... Non, mais ça fait 3 semaines qu'on en parle. Quand je dis ça pourquoi? Parce que ça fait 3 semaines qu'on en parle, qu'on parle d'un livre, ça c'est tout à fait normal. Mais quand on parle d'un livre, quand on fait autant de battage autour d'un livre qui déjà se présente comme un livre voulant faire du sensationnalisme, entre guillemets, et c'est annoncé dès la couverture, l'emprise mafieuse, les ambiguïtés de l'État, on renforce encore ça. Alors après, ce sont des témoignages. On est en démocratie, il y a des gens qui sont en droit de témoigner. De l'autre côté, effectivement, il y a des réactions d'avocats, de barreaux qui sont absolument normales aussi. Et il y a 2 camps finalement. Alors, il y a le Conseil de la magistrature supérieur de la magistrature qui va être saisi pour certaines choses. Où s'arrête le diffamatoire, ou est-ce qu'il ne s'arrête pas? Ou jusqu'où peut aller un témoignage, jusqu'où ne peut-il pas aller? Jusqu'où est-il dérangeant? Jusqu'où est-il un témoignage qui peut être enrichissant pour certaines choses? Et en fait, là, l'auteur, finalement, avec
tout ce battage médiatique autour touche son but. Ça c'est clair. Après, il y a eu une réponse de la préfète que j'ai trouvée intéressante, qui avait dit ça écorne l'image de la Corse, et tout ce qui écorne l'image de la Corse me fait mal. Ouais. Ça résume le bouquin. Essentiellement, c'est qu'on est dans un livre qui est polémique au départ, qui est fait pour ça, et j'allais dire ça fonctionne plutôt pas mal, puisque tout le monde en parle. Après, je ne sais pas s'il se vend beaucoup, mais enfin, je pense qu'il va se vendre aussi, mais on est typiquement dans les bouquins qui sont écrits sur la Corse pour créer de la polémique, comme il y en a beaucoup peut-être beaucoup trop. Ouais, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Ça accrédite quand même un certain nombre de thèses qui avaient été développées par certains hommes politiques au plan national au moment de l'assassinat d'Antoine Solocaro, que les avocats corses étaient parfois complices de leurs clients. Moi, je peux pas répondre à cette question-là, je suis pas assez au fait de ça. Non, mais on est dans le débat politique, on n'est pas seulement dans le débat judiciaire. On peut tout écrire, on peut tout dire. Non, mais ils avaient qu'à y aller, parce que ce livre de Jules Verne est fantastique, mais ils avaient qu'à y aller à ce moment-là. Jean-Michel, moi. C'est pas un roman. Mais il aurait pu s'appeler Jules en même temps, des homonymes qui existent. Non, mais c'est son arrière-grand-père. Et donc, non, mais voilà, des magistrats qui citent des faits comme celui-ci, par exemple. Mais la disparition de dossiers, que n'a-t-on saisi l'article, que n'a-t-on fait fonctionner un article 40, que n'ont-ils intenté des procédures, ces magistrats, à ce moment-là? Je ne comprends pas. Moi, là, par contre, où il y a un problème, c'est qu'ils reconnaissent que, dans certains domaines, ils n'ont pas pu aller au fond de certains dossiers. Et qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? L'installation bien pénétrante d'un système qui s'appelle le système de trafic de drogue. Et ça reste profondément dans notre société. Pour nos jeunes, c'est inacceptable. Dernière petite chose, une question que je me suis posée, c'est un collectif de 9 qui témoignent. Moi, je me suis posé la question de savoir si Jean-Michel Verne avait demandé à l'un d'entre eux seulement, individuellement, de faire un bouquin avec lui. Moi, je me demande s'il y serait allé. Parce que le collectif, ça a aussi du poids pour porter la parole. Et voilà. Très bien, ce sera la conclusion de cette première partie. On passe au deuxième sujet de la semaine avec cette élection pour Livio Moro. 3 listes étaient en présence et un vainqueur, on peut l'affirmer, mais il faudra quand même attendre dimanche pour le résultat du second tour. C'est André Rau, qui est opposant historique à la municipalité dirigée précédemment par Pierre-Siméon de Bourgeberg. Alors on écoute la réaction d'André Rau qui est au soir du premier tour. Je suis quand même très content de tous ces électeurs qui se sont mobilisés pour envisager une voie nouvelle pour cette commune. Je les remercie du fond du cœur et je pense que la mobilisation va continuer parce que ne serait-ce que sur tous les ratés qu'il y a eu, sur les votes par procuration qui ne sont pas arrivés, sur les inscrits qu'on n'a pas retrouvés. Enfin, je veux dire, on ne peut pas en rester là, il va falloir qu'on voit un peu pour que les choses fonctionnent enfin dans cette commune, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc il n'y a pas à hésiter, il faut à tout prix se mobiliser, il faut qu'on revienne la semaine prochaine malgré les efforts qu'ils vont devoir faire, et je les en remercie vivement. Alors, Jérôme Paul, quelle analyse on peut faire de ce scrutin? C'est une élection purement locale ou alors on peut tirer quelques enseignements plus généraux? Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est quand même assez locale. Même s'il y a des représentativités de partis, on ne peut pas dire que, par exemple, c'est une tendance qui est un vote test pour la régionale, par exemple. Moi, à mon avis, on est quand même sur une commune qui est pas si énorme que ça et qui est 2600 votes inscrits. Oui, mais ça reste, on va dire que les partis en présence sont connus. Après, il y a les étiquettes qui ont été mises, mais pour moi, ça n'a pas une valeur test sur la région. Je ne pense pas qu'on puisse tirer une conclusion comme ça. Par contre, sur le comportement politique, parce que bon, il y a quand même aussi un certain nombre de faits. Il y a un échec du sortant, soutenu par Simon de Burgeberg, échec de la liste soutenue par Corsica-Libre, et puis une très grande prudence aussi de la majorité territoriale qui ne s'est pas trop mêlée de l'élection, Jérôme Soucy. Oui, parce que la majorité territoriale est empêtrée dans un dossier là-bas et ce qui est dommage dans cette élection, c'est que plutôt que de parler de développement d'une micro-région, et c'est un enjeu fort au Vieux-Morbo, c'est une des clés du développement de la plaine orientale, et que l'on parle que de ces problèmes de la décharge. Dans la campagne, j'ai beaucoup entendu, en tous les cas, parler de cela. C'était un petit peu dommage pour les citoyens, pour les concitoyens, pour les habitants de cette commune. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de jeunes, tellement de jeunes couples, notamment dans ces régions, qui attendent qu'on parle autre chose. Mais il faut quand même
souligner l'impact négatif de cette décharge. Sur cette commune, on donne effectivement à cette commune un côté, voilà, c'est la décharge de... Ces populations, elles ont accepté tout cela, il faut quand même le reconnaître. Toute la Corse, à un moment donné, a mis ses déchets là-bas. Il faut trouver une solution. Mais c'est pas dans les urnes qu'on va trouver la solution. C'est une solution beaucoup plus globale, hein, qui dépend pas oui, c'est pas dans les urnes qu'on va trouver la solution. Moi, j'aurais aimé, étant un peu fumorabaccio d'origine, j'aurais aimé que l'on parle un petit peu... les usines, ils sont fumorabaccio. C'est LinkedIn. Non, mais j'ai rien à avouer, ce sont les faits historiques même. Non, voilà, c'est une région qui mérite vraiment... C'est quand même difficile aussi, dans le Piumour, je peux en parler aussi, de parler de développement. On se souvient du projet de la fameuse centrale de Serra et Piumour, où c'est pas une région facile à gérer, mais c'est normal, ça veut dire qu'il y a quand même un souci du territoire pour tout le monde. Alors, ce qui est assez étonnant par rapport à cette élection, c'est qu'on n'a pas eu de réaction politique au plan régional, ni la droite, ni la gauche, mais enfin la gauche, on se demande encore si elle existe, ni les organisations nationalistes qui, elles, sont pourtant en position de force. Personne n'a réagi après ce vote. Non, mais oui, on a l'impression que ça s'est passé sur un îlot, effectivement, et que finalement, alors, soit ça n'intéresse pas, soit finalement c'est très éloigné des futures écéchéances. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, soit finalement... très micro-régional. Moi, je pense qu'au-delà de ça, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il y a eu un taux de participation quand même important. Et moi, je retiendrai peut-être que finalement, le maire, qui est un élu aujourd'hui, est extrêmement brinque-ballé, ballotté entre sa relation avec l'État, sa relation au sein du territoire. Finalement, c'est un élu auquel on s'intéresse toujours beaucoup et qu'on juge à même de piloter un territoire, et on lui donne finalement ce rôle qui est un peu légitime parce que être maire, c'est pas évident tous les jours finalement. Mais sur la participation, en revanche, elle est plus faible. Il y a 10 points, il y a 75%, je crois, de participation. Oui, en général, c'est plutôt 85. C'était 85 la dernière. Ouais, c'est ça. Donc en fait, elle est. Mais pour une partielle, c'est quand même important. Pour une partielle, c'est important, mais il y a quand même un petit différentiel. Et puis après, on revient. Sur la problématique du maire aussi, c'est-à-dire que la responsabilité, l'éligibilité, c'est oui, André Roux et ses partisans déclaraient d'ailleurs que c'était une victoire de la morale en politique, cette élection. C'est une victoire de 4 ans de préparation aussi. Oui, enfin, il y a une vraie opposition aussi, c'est pas si simple que ça. Mais une liste sortante qui a quand même subi un très lourd échec. Il y a 700 voix de moins. Oui, non, mais c'est presque mécanique. À un moment donné, quand un maire a une condamnation, il va pas. Il y a difficilement un plébiscite derrière. Peut-être chez Balkany, à Levallois-Perret. Après, ça, c'est un débat dans le débat. Est-ce qu'il y a une morale en politique? C'est autre chose. Bon, de toute manière, nous y reviendrons la semaine prochaine, après le second tour. Alors, autre élection professionnelle, celle-ci est tout aussi difficile à décrypter, au moins par certains côtés, c'est celle des chambres d'agriculture. Le vote se poursuit jusqu'au 31 janvier et les résultats s'échelonneront jusqu'au 7 ou 8 février, je crois. C'est une élection à la fois particulière dans le mode de scrutin, par correspondance, qui est étalée sur plusieurs semaines, et avec 6 listes en présence. Agriculture, c'est quand même compliqué, Anne. C'est très compliqué. Parce que c'est un monde rude, parce que c'est un monde où depuis des décennies on voit bien qu'il y a des jalousies, des polémiques, où il y a des gens qui font le même métier, qui n'arrivent pas forcément à s'entendre, où il y a des vraies joutes. C'est un métier difficile parce qu'on connaît la situation économique, c'est un métier difficile parce qu'il y a l'Europe derrière, parce qu'il y a surtout encore ces aides européennes qui ont tant fait débat, tant fait polémique, parce qu'il y a à l'horizon l'après-PAC 2020, parce qu'il y a tout un tas de choses sur les axes qu'on va prendre. Est-ce qu'on continue à privilégier les surfaces? Est-ce qu'on s'intéresse à la production, à la productivité? Quelles sont les lignes de crête que l'on vise? Et oui, c'est un métier où il y a énormément d'enjeux. Ouais. Alors c'est un secteur qui est sinistré, mais une profession également. C'est le maître mot, c'est la division. 6 listes, dont au moins 3 ou 4 ont à peu près la même conception de l'agriculture et critiquent fortement les sortants. On ne comprend pas tellement les choses. Pourquoi ces divisions, pourquoi ces oppositions? Il faudrait vraiment être dans le sérail pour... Il faut être dans le sérail, mais au-delà de ça, il y a la problématique l'enjeu de cette élection, c'est... il y a les élections départementales, mais c'est la création de la régionale. Parce qu'en fait, le transfert va se faire... ils vont créer la chambre régionale dans moins de 3 ans, et tout va remonter sur la régionale. Donc en fait, c'est...
qui va être élu. Autant sur les précédentes élections, ceux qui récupéraient la régionale, c'était pas si important que ça. Aujourd'hui, tout l'enjeu est sur le futur président de la régionale. Et la bataille se fait là. Après, avec quelques problématiques de déséquilibre entre la Haute-Corse et la Corse du Sud, puisque 2/3 de l'agriculture est plutôt en Haute-Corse. La Corse du Sud revendique beaucoup de choses, mais peut-être avec moins je vais pas prononcer, enfin je vais prononcer le mot, mais peut-être un peu fort, de légitimité. Mais aujourd'hui, c'est qui va gagner, qui est potentiellement le futur président de la régionale. C'est la vraie question j'allais dire, du moment. Et de ce point de vue, vous pensez qu'il peut y avoir des changements, Jérôme Sousigne? C'est comme pour les élections dans le Puy-au-Maubourg. Il faut que derrière, on s'en sorte, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que derrière, dans le Puy-au-Maubourg, les citoyens parlent d'autre chose que des poubelles. Il faut que derrière ces élections, on parle d'autre chose que d'élections. Ça veut dire par là qu'il faut vraiment que, la campagne, elle se passe. Bon an, mal an, il y a eu un fait à vérifier du côté du Puy-au-Maubourg, justement, d'hangars incendiés. C'est à vérifier si c'est lié ou pas. Donc, bon an, mal an, cette campagne se passe pas trop mal en ce qui concerne le climat. Mais une fois que les élections sont passées, il faut qu'elles passent. Mais les agriculteurs sont condamnés à travailler ensemble. Il faut qu'ils arrêtent Ils n'en prennent pas le chemin. Hein. Ils n'en prennent pas le chemin, non, effectivement. Il faut qu'ils arrêtent d'avoir des arguments pour les uns, de la politique pour les autres, de critiquer. C'est le jeu, c'est les jeux politiques, c'est le jeu de l'élection. Mais une fois que l'élection est passée, il faut qu'ils s'y mettent. Il faut qu'ils s'y mettent à travailler ensemble parce que en face, c'est quoi? C'est le marché international. C'est pas les quelques agriculteurs de Corse qui vont réussir. S'ils se mettent pas d'accord, ils sont fichus. C'est le marché international, c'est la PAC avec des orientations qui sont plutôt faites pour développer une agriculture dans l'est de l'Europe que pour développer une agriculture méditerranéenne. Donc ces agriculteurs, c'est ceux qui vont diriger, parce qu'ils ne dirigent rien du tout, hein, ils sont les interfaces finalement avec les pouvoirs publics, avec l'État, avec l'Europe, avec les collectivités, avec l'ODARC. Donc c'est pas eux qui dirigent, ils sont là pour dire voilà ce que l'on pourrait faire. Mais ceux qui vont être à la tête de ces institutions, Chambre d'agriculture et Chambre régionale d'agriculture, mais à un moment donné, il faut qu'ils affichent clairement, c'est le cas certainement aujourd'hui, mais il faut qu'ils disent, qu'est-ce qu'on fait pour développer? On a des pays où on est très en avance sur des productions sur lesquelles on ne rentre même pas nous, sur des systèmes de production sur lesquels on n'imagine même pas de rentrer nous. Il y a des pays où l'agriculture, on est à imaginer une économie circulaire. Nous, on ne l'imagine même pas. Yitemo. Lampem, c'est une agriculture de cueillette, quoi. Voilà, ici, mais c'est le problème, c'est pas une agriculture. Je veux bien qu'on dise bio, mais tant de pertes. Elle n'est pas très. Cette dimension sociale de l'agriculture qu'autre chose, parce que visiblement la production est extrêmement faible et on ne voit pas les mécanismes, même à travers avec le résultat de ces élections, qui pourraient changer fondamentalement les choses. Hein. Quel que soit celui qui prendra en charge des chambres. Bon, déjà, il y a aussi, quand je parlais de la chambre régionale tout à l'heure, il y a l'ODARC qui a un rôle très important. Qui a une autre vision aussi. Qui a une autre vision. Donc, tout ce qui consiste à faire un point d'entrée, et tu parlais tout à l'heure de stratégie, parce qu'en fait, on parle de stratégie. S'il y a trop d'interlocuteurs et trop d'organismes, ça devient très très compliqué d'avoir une stratégie commune. Après, l'agriculture, on sait que dans le domaine du vin, ça fonctionne très très bien, que ça se développe bien. Après, c'est très compliqué, parce que les volumes, parce que les petites entités et toute la individuellement, certains agriculteurs s'en sortent bien parce qu'ils produisent, parce qu'ils travaillent. On reste dans des microstructures. Et la difficulté, c'est ça. Et la vision d'ensemble, c'est très compliqué de faire des filières. Si on prend la filière du vin, qui fonctionne bien, elle a mis du temps aussi. Et parce qu'il y a des gens qui se sont impliqués sur des années et des années. Parce qu'il y a eu beaucoup de promotions, parce qu'il y a eu beaucoup d'ingénieurs. Parce qu'il y a eu une vision globale. Oui, puis qu'il faut réussir à se mettre d'accord. Oui, pour avancer. Ce qui pourrait changer les choses, je ne sais pas si ça arrivera à mettre tout le monde d'accord, c'est la mise en œuvre de la future PAC, parce qu'elle sera revue à la baisse, que les conditions d'aide seront plus strictes, et puis que les contrôles pourraient être un peu plus stricts également. Mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on attendait ou espérait de la PAC a toujours été décevant et n'a jamais fonctionné, en tout cas ici. Alors, la faute à qui, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a toujours été très compliqué d'adapter ça à la Corse et au territoire insulaire. Mais bon, après, je veux dire, il y a aussi l'esprit d'entreprise. C'est-à-dire qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur. Après, on peut parler des aides, des systèmes. Oui, c'est bien qu'on accompagne, mais c'est aussi beaucoup une volonté individuelle et de gens qui comme dans la culture, travaillent,
Le jus de la subvention n'a jamais rien donné de bon. C'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué. Et on s'aperçoit que dans le vin, je ne sais pas si beaucoup sont subventionnés. Peut-être que là, je ne suis pas assez spécialiste. Mais en revanche, on a des entreprises qui ont une viabilité économique et qui sont pérennes parce qu'elles sont économiquement viables. Donc c'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver. Eh bien, ce sera là votre conclusion et par la même occasion, la conclusion de cette émission. Madame, messieurs, merci à tous les trois d'y avoir participé. C'est Riwicht est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Intanto, buonasera a tutti e a settimana che bene.